Merci à toi. Je suis Harold Foguet. Je suis ingénieur de conception de génie civil. J'ai également suivi un master spécialisé en B-management et écomatériaux. Donc, je travaille actuellement comme responsable BE structure dans un bureau d'études à Aix-en-Provence, B-manager également. Et comme Sabrina l'a dit, je suis également formateur freelance depuis à peu près 2 ans chez ACTH Conseil pour plusieurs logiciels dont Dynamo, pour une formation de synthèse BIM et pour 3ds Max. Donc aujourd'hui, je travaille principalement dans le domaine de l'industrie, notamment sur des grands projets d'énergie, hydrogène ou nucléaire. Donc aujourd'hui, on va faire une présentation sur Dynamo. On va essayer de voir ce que c'est Dynamo, dans quelle logique il s'inscrit. On va essayer de présenter l'application et voir des scripts qui ont déjà été écrits sur Dynamo. Donc, comme Sabrina l'a dit, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat pour qu'on essaye d'y répondre progressivement. Je crois que c'est ça, Sabrina. On avait dit qu'on répondrait aux questions progressivement. C'est ça C'est ou ça. c'est tout à la fin? Après, si tu veux, si ça t'arrange, on peut répondre vraiment comme tu le souhaites, comme ça t'arrange le mieux. Soit tu Donc, réponds au fur et à mesure, soit on prend un moment à la fin. C'est comme ça t'arrange, comme non, je pense que au fur et à mesure, ça ira. ce sera plus fluide. Et ben on fait comme ça Oui. alors, c'est parfait. Donc, on a organisé la présentation en 4 parties. Donc, dans une première partie, on va présenter ce que c'est que la programmation visuelle, parce que contrairement, je sais que la plupart d'entre nous, on est habitué déjà à utiliser des logiciels de modélisation. Donc, il faut savoir que Dynamo, c'est une plateforme de programmation qui est complètement différente d'un logiciel de modélisation. Donc, il faut qu'on comprenne ce que c'est que la programmation. Donc, dans un deuxième temps, on verra ce que c'est que Dynamo pour vite. On aura une troisième phase où on va aller sur Dynamo et on va essayer de présenter l'interface graphique, de présenter les différentes options qui sont offertes et on finira par des exemples d'applications. Donc, sans plus tarder, on passe à la première partie qui est une introduction sur la programmation visuelle. Donc, en réalité, la programmation, qui s'appelle aussi codage dans le domaine informatique, désigne l'ensemble des activités qui permettent l'écriture de programmes informatiques. Sachant qu'un programme, c'est une liste d'instructions écrites pour résoudre un problème ou pour effectuer une action. Donc, dans la vie courante, si on veut essayer de voir ce à quoi correspondra un programme dans la vie courante, on peut se dire que lorsqu'on se fait une tasse de café, par exemple, il y a un ensemble d'étapes qu'on effectue pour obtenir la tasse de café. Donc, la première étape, ce serait peut-être de prendre la tasse ou alors de prendre un chauffe-eau, de faire monter l'eau à ébullition, atteindre une température de consigne, mettre l'eau dans la tasse, rajouter du café et consommer le café. Donc, pour écrire un programme, il faut déjà savoir les étapes qui vont constituer ce programme-là. Donc, par exemple, sur Revit, un exemple d'action à effectuer, c'est peut-être tracer un mur. Si je veux tracer un mur sur Revit, il faut que je sache l'ensemble des étapes à effectuer pour tracer le mur. La première étape peut être le choix de la famille. Il s'agira de quelle famille de mur. La deuxième étape va être le choix du niveau sur lequel je veux tracer mon mur. Ensuite, le choix de la hauteur du mur, le point de départ et le point d'arrivée du mur. Donc, si je veux écrire un script qui me trace automatiquement des murs, il faut que je sache déjà l'ensemble des étapes nécessaires pour tracer ce mur. Donc, pour écrire justement ce code, on va avoir besoin dans les langages de programmation standard de maîtriser la syntaxe du programme. Donc, par exemple, sur JavaScript, si on veut traduire l'ensemble des étapes qui permettent de créer un mur sur Revit, il va falloir connaître la syntaxe de JavaScript. Il va falloir connaître la syntaxe qui permet de choisir une famille. Donc, c'est ce qui est difficile. Donc, l'ensemble de ces langages de programmation se base donc sur des méthodes générales pour résoudre un type de problème qui s'appelle algorithme. Donc, notre algorithme, en fait, c'est l'ensemble de nos différentes étapes qui sont mises ensemble. Sachant que, par exemple, dans l'ensemble des listes de tâches que j'ai précisées tout à l'heure, j'ai dit, par exemple, le choix de famille, ensuite choix de niveau. Dans certains cas, on peut faire le choix de niveau avant de faire le choix de la famille. Donc, ce qui veut dire qu'il peut exister plusieurs algorithmes pour résoudre un programme donné.
pour se passer de la syntaxe nécessaire à écrire un langage de programmation, il est apparu depuis quelques années un système de programmation qui est la programmation graphique ou visual programming, qui lui est un langage qui n'a pas de syntaxe, mais qui repose sur des composants graphiques, sur des icônes, des boutons, des symboles sous forme de codage. Donc, par exemple, à gauche, là, on a un code écrit en programmation visuelle. Donc, on voit très bien qu'on n'a pas de ligne de code. Par contre, à droite, on a un ensemble de lignes de code qui ont été écrites en C. Donc, on voit bien qu'il y a une déclaration de classe, il y a des définitions de variables, ce qu'il n'y a pas à gauche. La programmation visuelle nous donne donc pour avantage qu'elle ne repose sur aucun langage ni syntaxe. Elle est donc facile à apprendre. Elle a également pour avantage le fait qu'elle utilise des composants prédéfinis pour écrire des programmes. Donc, en fait, il y a déjà des composants qui effectuent des tâches précises qui sont disponibles. L'apparence et le nom de ces composants permettent d'identifier d'emblée la tâche qui sera ainsi réalisée lors de l'exécution du programme. Donc, elle a pour inconvénient le fait qu'elle a un potentiel limité, sachant qu'elle repose sur des composants existants. Le nombre de ces composants étant limité, la programmation visuelle est également limitée. Donc, par exemple, pour aller plus loin, on est obligé d'écrire ses propres composants en utilisant l'un des langages de programmation qu'on a vu tout à l'heure, dans le C et le Python, en particulier le Python pour Dynamo pour Revit. Elle est également fastidieuse parce que, imaginez-vous un script qui aurait 100 lignes de code. Ça voudrait dire qu'on aurait 100 composants à l'écran. Donc, avoir 100 composants à l'écran, c'est très encombrant et c'est fastidieux à lire. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat à propos de ce qu'on a dit là, à propos de la programmation et de la programmation visuelle? Non, je vois que non. OK, donc, sans plus tarder, on va passer à la présentation du Dynamo pour Revit. Donc, Dynamo pour Revit, ce n'est pas un logiciel. C'est en fait une plateforme de programmation visuelle qui est open source et qui est dédiée aux concepteurs. Elle est installée en tant que composant Revit avec des nœuds de programmation propres à Revit. Donc, Dynamo n'existe pas uniquement pour Revit. Elle existe également pour Advanced Steel, pour Civil 3D. Donc, aujourd'hui, on va plus s'attarder sur Dynamo pour Revit. Donc, Dynamo sert à quoi? Donc, Dynamo est utile pour l'automatisation de tâches répétitives. Par exemple, si on est sur un projet où on a à chaque fois besoin de vérifier que le paramètre hauteur sous plafond contient bien la valeur réelle de la hauteur sous plafond, on peut écrire un script qui va permettre de vérifier de faire automatiquement cette vérification. Il est également utile pour la création de formes complexes grâce à l'utilisation de formules ou d'équations mathématiques. Donc, par exemple, on peut ressentir le besoin de créer une toiture dont la forme est basée sur une fonction mathématique. Il sert également de faire la liaison entre des fichiers externes tels que des fichiers Excel et les objets Revit. Donc, on peut se dire qu'il s'est défini dans le cahier de charge BIM que dans les pièces, il faudra renseigner le paramètre de finition de sol, le paramètre de finition de mur. Si on est dans un projet d'hôpital et qu'on a 1000 pièces à renseigner, c'est véritablement fastidieux de les renseigner pièce par pièce. Donc, on peut écrire un script qui prend des données qui sont dans un fichier Excel et qui les renseigne automatiquement sur Revit. Donc, elle permet également l'extraction rapide de données, notamment pour effectuer des MTO ou des nomenclatures de pièces. Dynamo est destiné à qui? Dynamo est destiné aussi bien aux architectes, aux ingénieurs, aux projeteurs, donc à peu près à tous ceux qui participent à un projet de construction, notamment pour étudier d'autres options de conception, pour une meilleure communication avec le client, pour plus de liberté dans le processus de conception et pour élargir surtout la puissance de Revit. Donc, je pense que le point clé, c'est surtout d'élargir la puissance de Revit parce qu'elle va nous permettre d'automatiser des tâches qui nous prennent du temps au quotidien. Les mots-clés qu'on utilise généralement quand on fait de la programmation avec Dynamo sont le mot nœud.
En fait, le nœud, c'est un composant qui effectue une tâche précise. Le mot fil, le fil, c'est une ligne qui connecte différents nœuds entre eux. Un script étant un ensemble de nœuds qui ont pour mission d'effectuer une tâche particulière. Un port, c'est le point sur lequel se connectent les fils. Python, c'est le langage de programmation qui a été utilisé pour écrire les nœuds Python. Et un package, c'est un ensemble de nœuds personnalisés qui est écrit par des particuliers, des professionnels comme nous, et qui sont mis gratuitement à la disposition d'autres utilisateurs. Donc, on verra dans la suite les sites à visiter pour trouver des packages. Input, c'est un nœud spécial qui permet de définir qu'une information est une donnée d'entrée. Et output, c'est un nœud qui est utilisé pour définir qu'une information, c'est une donnée de sortie. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat par rapport à cette partie? Non. Sans plus tarder, on va passer à la découverte du Dynamo directement sur Revit. N'hésitez pas d'écrire dans le chat si je vais trop vite pour que je ralentisse un peu. Donc, pour faire cette présentation, on va se baser sur un projet exemple de Revit. Donc, j'ai ouvert le projet et l'application, la plateforme Dynamo se trouve dans l'option Gérer. Je vais dans Gérer et tout à droite, j'ai Dynamo. Donc, Dynamo est déjà ouvert, je vais le fermer. Donc, j'ai Dynamo et j'ai lecteur Dynamo. Donc, on a une partie programmation visuelle et à l'intérieur de la famille programmation visuelle, on a Dynamo et lecteur Dynamo. La première partie, le premier bouton Dynamo permet d'accéder directement à la plateforme de programmation. Par contre, le deuxième permet d'exécuter des scripts qui ont déjà été écrits. Donc, on va commencer par la deuxième partie qui permet d'exécuter des scripts. Donc, on va se mettre dans la peau de personnes qui ne savent pas programmer, écrire un script Dynamo et on va essayer de voir comment on peut exécuter des scripts qui ont déjà été écrits. Donc, pour ouvrir le lecteur Dynamo, il suffit de double-cliquer dessus. La fenêtre suivante s'ouvre et on a la liste des scripts qu'on peut exécuter, sachant que cette liste-là est basée sur un dossier qui est à sélectionner. Donc, on va se mettre dans le dossier exemple d'Autodesk. Donc, si vous avez Revit sur votre poste, c'est que vous avez forcément un dossier exemple Autodesk et vous avez forcément ces scripts. Donc, on va essayer d'appliquer certains de ces scripts-là, notamment le script qui permet de calculer la plus longue distance de sortie. Donc, on s'est dit qu'on est sur ce projet, qu'on est sur un projet d'hôpital ou on est sur un projet d'hôtel et qu'on est en train de voir les distances d'évacuation. Si par exemple on fait un plan de sécurité incendie, on veut savoir la plus longue distance pour sortir du bâtiment. Ça peut être difficile de tracer des lignes pour voir je suis à combien de mètres lorsque je suis à X ou Y position. Donc, ce script-là va nous permettre de tracer une ligne et de donner la longueur de cette ligne. Donc, pour exécuter un script, donc lorsque j'ai la liste des scripts existants qui sont ouverts, je vais prendre un script en particulier, notamment celui qui fait calcul la plus longue distance de sortie. On a ce bouton point d'interrogation qui nous donne en fait la description de ce qu'est censé faire le script. On a le deuxième bouton qui nous permet de modifier le script dans Dynamo, on le verra tout à l'heure. Et on a le troisième bouton qui nous permet de renseigner les données d'entrée qui vont être utiles à l'exécution du script. Donc, nous, on va cliquer sur ce boulon-là. On patiente. Voilà. Donc, il nous demande en fait tout en haut, il nous donne la description. Donc, il nous dit le script permet de créer une trajectoire de déplacement unique à partir d'un point situé le plus loin possible de la sortie la plus proche. On a le nom de l'auteur
Et on a ici, en fait, c'est le lien qui permet d'accéder à la description. Il nous demande de sélectionner la porte de sortie. Donc, on va prendre les portes C 106A et 106B comme porte de sortie. Donc, pour sélectionner, on va cliquer sur sélectionner. Il va dire sélectionner dans Revit, on sélectionne la première porte. On va également sélectionner la deuxième porte et on va cliquer sur exécuter. Lorsqu'on clique sur exécuter, on se rend compte sur Revit qu'il nous a créé une trajectoire et il nous a donné en fait la longueur, la distance la plus longue. En fait, si c'est ça la porte de sortie, le point le plus éloigné de ces portes de sortie, c'est ce point qui est situé là. Et il nous donne la distance qui sera à parcourir en prenant bien sûr en compte l'encombrement des objets disponibles dans la pièce pour atteindre ce point de sortie. Donc, c'est l'un des exemples qu'on peut avoir là. Un autre exemple qu'on peut exécuter directement depuis le lecteur Dynamo, c'est par exemple calculer la charge d'occupation des pièces. Donc, on peut se dire qu'on est dans un projet, on a des pièces qui ont des surfaces définies et on veut rapidement savoir le nombre de personnes qui peuvent occuper la pièce. Donc, pareil, je clique sur exécuter. Et il va me demander d'entrer la surface autorisée par occupant. Donc, par exemple, si je me dis que je suis dans un séjour et que c'est 1 mètre par personne, je veux renseigner 1 mètre par personne, je vais sélectionner la pièce euh, sur laquelle je veux vérifier le nombre d'occupants. Je vais cliquer sur exécuter. Et là, il va me dire la surface de la pièce, c'est 106 mètres carrés. Donc, j'ai une charge d'occupation de 106 personnes. Donc, si je change la surface par personne, je passe à 5 par exemple, et que je clique sur exécuter, il va me dire que j'ai une charge d'occupation de 22 personnes. Donc, on se rend compte qu'en utilisant des nœuds, des scripts existants, on peut exécuter des tâches facilement. Donc, en réalité, si je voulais effectuer ces tâches-là manuellement, j'aurais sélectionné, j'aurais regardé la surface, j'aurais divisé par la surface autorisée par occupant pour obtenir le résultat. Donc, c'est fastidieux. Moi, je peux le faire simplement en sélectionnant une pièce, en cliquant sur exécuter et j'ai le nombre voulu. Donc, ça, c'est ce qui est pour le lecteur Dynamo. Donc, sachant que l'ensemble de ces scripts sont disponibles dans le dossier exemple Autodesk. Si on veut modifier ce dossier-là parce qu'on a reçu un script et qu'on souhaiterait l'exécuter, ou alors parce qu'on est dans un bureau d'architecture ou de structure, où on a déjà un ensemble de scripts qui existent. Donc, il suffit de cliquer sur ce bouton-là, de cliquer sur le plus là pour sélectionner un autre dossier. Donc, moi, par exemple, je vais sélectionner ce dossier-ci. Je vais cliquer sur sélectionner un dossier et je vais fermer là. Et là, du coup, j'aurai accès aux autres dossiers. Donc, si je change de dossier, j'ai accès à d'autres nœuds qui, dans ce cas-là, n'ont pas été écrits par Autodesk, mais ont été écrits par moi. Donc, ça, c'est ce qui est pour le lecteur Dynamo. Donc, on va revenir dans la fenêtre Gérer et on va passer à l'autre option de Dynamo qui est le lecteur de programmation. Lorsqu'on double-clique sur la partie Dynamo qui sert à programmer, on aboutit à la fenêtre suivante qui est divisée en plusieurs parties. Donc, la première partie nous permet de créer un nouveau nœud, de créer un nœud personnalisé ou alors d'ouvrir un script existant. La deuxième partie, en fait, sont des liens qui nous dirigent directement vers des forums de discussion où on peut avoir accès, où on peut poser des problèmes. Je suis en train de créer un script qui permet de numéroter les portes. Je suis bloqué. Est-ce que vous pouvez m'aider? Donc, ça, ce sont les forums de discussion avec le site web de Dynamo. On a la partie référence sur laquelle on trouve des tutos, vidéos et écrits. Je recommande notamment le site Dynamo Primeur qui est un site en fait qui permet aux débutants de débuter. On a la partie récente où on a les derniers scripts qu'on a ouverts. On a la partie de sauvegarde qui nous montre l'emplacement où c'est sauvegardé.
On va débuter directement en cliquant sur Nouveau script. Donc, il n'y a pas de questions. Lorsqu'on lance un nouveau script sur Dynamo, je rappelle que je suis sur Revit 2023, donc avec la version la plus récente de Dynamo. On a accès à l'ensemble de ces onglets-là. Sur l'onglet Dynamo, on a juste une description à propos. On peut accéder à propos et on peut définir les préférences de Dynamo. Donc, est-ce que le mode d'exécution doit être manuel ou automatique? On en parlera un peu plus tard. Est-ce qu'il faut afficher l'aperçu de l'exécution? La taille de police des nœuds, donc on peut configurer en fait l'affichage de notre écran de programmation. La deuxième partie qui est l'onglet de fichiers permet de créer un nouveau script, d'ouvrir un script existant ou alors d'ouvrir des fichiers récents. Il permet également d'enregistrer ou d'importer une bibliothèque. L'onglet modifier permet de créer une note. En fait, les notes c'est juste un outil qui permet d'annoter notre script pour le rendre plus compréhensible par des utilisateurs différents. La partie afficher permet de gérer l'affichage de la fenêtre. La partie package, c'est la partie qui nous permet d'accéder à des nœuds qui ne sont pas écrits par Autodesk, mais qui sont écrits par des utilisateurs comme nous. Donc, ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie de l'interface, ce sont la bibliothèque. Donc, la bibliothèque, c'est l'ensemble des nœuds disponibles qui peuvent être utilisés pour écrire un script. Donc, ils sont organisés par famille. Donc, on a la famille dictionnaire, display, géométrie, liste, math, Revit, string. Donc, déjà, il y a une chose à préciser, c'est que la programmation sur Dynamo se fait en anglais. Donc, il faut avoir quelques notions d'anglais pour pouvoir comprendre le nom des nœuds. Et les descriptions sont en français, mais les noms des nœuds sont en anglais. Donc, je pense qu'un nœud, pour découvrir cette partie-là, on va essayer d'écrire un petit script pour sélectionner un élément sur Revit et obtenir ses paramètres. Donc, pour sélectionner un élément sur Revit, puisque je veux travailler dans la partie Revit, je vais aller dans l'onglet de Revit. Je vais aller dans la partie sélection. Et je veux voir les différentes options de sélection qui sont offertes. Donc là, je vois qu'on a une possibilité de sélectionner Select Model Element. Donc, je prends Select Model Element. Je mets juste le curseur sur l'entête du nœud et il va me donner la description de ce qu'est censé faire le nœud. Donc, il me dit sélectionner un élément de modèle dans le document. Donc, je clique sur Sélectionner et je vais sélectionner juste un mur sur Revit. Et je vais revenir dans la fenêtre Dynamo et je vois qu'il m'a sélectionné un élément et j'ai directement l'ID de l'élément qui a été sélectionné. Donc ici, j'ai une punaise pour afficher le résultat de l'opération que je viens de faire. Il faut savoir qu'on a deux modes d'exécution. On a le mode d'exécution automatique et on a le mode d'exécution manuel. Lorsqu'on travaille en direct avec Revit, il est recommandé de se placer dans le mode d'exécution manuel parce qu'il permet de réduire le nombre d'erreurs et d'éviter de se mettre dans une boucle circulaire. Donc, le fait que le logiciel exécute et il n'arrive pas à s'arrêter. Donc, j'ai sélectionné un élément sur Revit et il existe des nœuds qui permettent de savoir l'ensemble des propriétés que contient cet élément-là. Donc, on a vu déjà une première façon de sélectionner, de trouver un nœud, c'était de rechercher le nœud dans la bibliothèque. Et pour le faire, il faut savoir déjà où se trouve le nœud en question. L'autre façon, c'est de rechercher un nœud par son nom. Donc, soit vous connaissez le nom, soit vous connaissez où il se trouve. Donc, moi, par exemple, je sais que je veux obtenir les paramètres de l'élément que j'ai sélectionné. Et le nœud qui permet de le faire, c'est un nœud qui s'appelle element.parameter. Donc, je vais simplement saisir le nœud en question et je fais pareil. Je mets le curseur sur l'entête
il me donne la description de ce qu'est censé faire le nœud. Il me dit obtenir tous les paramètres d'un élément trié par nom. Donc, il me demande de sélectionner un élément. Donc, en réalité, quand on disait tout à l'heure, on parlait de port. Là, on a un port de sortie et là, on a un port d'entrée. Les deux portent le même nom, mais ils ne jouent pas le même rôle. Donc, ici, c'est un résultat. Par contre, ici, il attend une donnée d'entrée. Et lorsque je mets mon curseur sur l'élément, il me dit qu'il attend une donnée d'entrée de type revit.element.element. Et là, en sortie, je vois que j'ai élément sélectionné. Donc, je vais connecter les deux éléments ensemble. J'ai pour résultat nul parce que je suis en mode d'exécution manuelle. Donc, je vais cliquer sur exécuter. Et là, je vais avoir accès à l'ensemble des propriétés qui sont renseignées dans cet élément-là. Donc, or, lorsque je suis directement sur Revit et que je sélectionne un élément, j'ai un nombre réduit de propriétés auxquelles j'accède. Donc, sur Dynamo, j'accède vraiment à l'entièreté des propriétés qui sont renseignées ou qui existent pour l'élément qui est sélectionné. Donc, du coup, on a la possibilité, comme on le disait, soit de créer un élément, soit d'obtenir la valeur d'un paramètre. Donc, par exemple, si je veux obtenir le niveau ou je veux obtenir, on va regarder une valeur de paramètre qui est intéressante. Si je veux obtenir la surface de ce mur-ci directement. Donc, là, on est pour un élément, mais on pourrait se dire qu'on a 50 murs sélectionnés. Je vais utiliser un nœud qui s'appelle element getParameterValueByName. Donc, lui, le nœud va me demander de renseigner l'élément en question. Donc, je vais obtenir la valeur de quel élément. Donc, je vais dire c'est le mur que j'ai sélectionné. Et il va me demander de renseigner un paramètre name. Non, un paramètre name. Sachant que c'est une donnée d'entrée, je vais aller dans ma bibliothèque, dans la partie input. C'est une donnée d'entrée qui est basique. Et c'est quoi comme donnée d'entrée? Je sais que les noms de paramètres généralement sur Revit ont pour type, ce sont des chaînes de caractères, donc ce sont des strings. Donc je vais prendre le nœud string et je vais rentrer là, par exemple, surface. Je vais connecter ce surface-là à paramètre name et je vais cliquer sur exécuter. Donc, il va me donner la surface de ce mur. Donc, là, on a travaillé pour un seul élément qu'on a sélectionné dans le modèle Revit. Maintenant, c'est pour dire on exécute une tâche. Or, on a dit que Dynamo avait pour rôle d'automatiser les tâches. Donc, je ne veux pas le faire à chaque fois de sélectionner mur par mur. Je veux le faire, par exemple, pour tous les murs qui existent dans le projet. Il existe également des nœuds qui vont permettre de sélectionner les objets par famille. Si je veux sélectionner un objet Revit par famille, donc je vais aller toujours dans l'option sélection et je vais avoir un nœud qui va s'appeler All Element of Category. Donc moi, comme je suis intéressé par la catégorie mur, je vais taper juste catégorie pour obtenir le nœud qui va me permettre de sélectionner la catégorie qui m'intéresse. Sachant qu'ici, j'aurai la liste de toutes les catégories qui sont disponibles sur Revit. Moi, c'est la catégorie mur qui m'intéresse. Là, j'ai sélectionné la catégorie mur et je vais connecter cette catégorie mur au port d'entrée du nœud All Element of Category. Et je vais faire exécuter. Et donc, en faisant exécuter, j'obtiens la liste de tous les murs qui sont disponibles dans le projet. Et si je veux obtenir la surface de tous ces murs-là, il va juste falloir que au nœud element getParameterValueByName, que je connecte l'ensemble des éléments en question. En cliquant sur exécuter, je vais obtenir la surface d'un coup, la surface de tous les murs qui existent dans le projet. Donc, ici, au lieu de prendre des murs, par exemple, je prenais des pièces. Et que je faisais exécuter.
j'obtiendrai du même côté l'ensemble de toutes les surfaces de pièces qui existent. Mais disons-nous que ce n'est pas la surface des pièces que je vais obtenir. Je vais obtenir plutôt le nom de toutes les pièces. Donc, ici, je vais regarder, je vais connecter l'ensemble de ce que j'ai sélectionné à la partie element.catégorie pour avoir l'ensemble des paramètres et surtout le nom des paramètres qui m'intéressent. Donc, je vais faire exécuter et je vais me rendre compte que le commentaire ou le paramètre qui me donne le nom de la pièce, c'est le paramètre simplement, je vais aller sur Revit, je vais aller sur un niveau, je vais sélectionner une pièce. C'est le paramètre nom. Donc, je vais revenir sur Dynamo et je vais juste mettre dans la partie string, je vais mettre nom. Et en cliquant sur exécuter, je vais obtenir la liste des pièces qui sont dans mon modèle avec leur nom. Donc, si je veux faire une juxtaposition entre l'ensemble de ces noms de pièces et les surfaces pour produire un fichier Excel, par exemple, donc je vais créer un deuxième nœud. Donc, pour faire la copie, il suffit de sélectionner les nœuds à copier, soit de faire CTRL-C, CTRL-V, soit de faire CTRL et glisser-déposer. Donc, là, ce n'est plus le nom qui m'intéresse, mais c'est la surface. Donc, je vais faire exécuter. J'aurai d'un côté les surfaces des pièces et d'un autre côté le nom de ces pièces-là. Donc, je fais ces différentes manipulations pour que vous puissiez voir les différentes options auxquelles on a accès. Donc, disons-nous que je veux également savoir sur quel niveau se trouvent les pièces en question. Pareil, sur l'ensemble des éléments que j'ai sélectionnés là, il faut se dire que lorsqu'on a plusieurs éléments qu'on a sélectionnés, on a affaire à une liste. Et dans la partie bibliothèque, on a accès à l'ensemble des nœuds qui permettent de manipuler des listes. Donc, on a des nœuds qui permettent de générer des listes, d'inspecter des listes, de match, donc de rayer des listes entre elles ou alors de modifier des listes. Donc, ce que je veux faire, c'est inspecter une liste. Donc, je veux par exemple prendre le premier élément de cette liste pour avoir accès à la première pièce. Donc, le nœud qui permet de le faire, c'est First Item. Donc, si je prends First Item, j'aurai accès au premier élément de ma liste de pièces. Donc, c'est cette pièce-ci. Donc, si je veux avoir ce que j'appelle couramment la carte d'identité de cette pièce-là, je vais utiliser le nœud element.parameter qui va me lister l'ensemble des paramètres qui sont renseignés dans cet élément. Donc, je vais connecter cet élément-là, là. Je vais faire exécuter et j'aurai l'ensemble des paramètres de cette pièce. Donc, par exemple, j'aurai le paramètre, le numéro de la pièce, le nom de la famille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver le paramètre qui va me permettre de savoir sur quel niveau se trouve la pièce. Donc, c'est le paramètre niveau qui permet de définir sur quel niveau se trouve la pièce. Donc, je vais rajouter également ici un autre nœud getParameterValueByName pour savoir sur quel niveau se trouvent toutes les pièces que j'ai sélectionnées. Donc, je sélectionne, je fais CTRL, Entrée, et je vais juste changer le paramètre qui est ici en mettant niveau. Et lorsque je fais exécuter, j'aurai accès à l'ensemble des niveaux. Donc, vous allez peut-être vous poser la question de savoir comment savoir quelle ligne correspond à quelle pièce. En fait, à chaque fois qu'on exécute une commande qui est basée sur une liste de départ, le résultat est classé dans le même ordre que la liste de départ. Donc, ce qui signifie que ici, mes pièces sont classées dans le même ordre que mes niveaux, que mes surfaces et que mes noms de pièces. Donc, ici, j'ai 3 listes. Le troisième niveau, donc ici, le premier niveau d'éléments qu'on a vu, c'était l'élément simple qu'on a sélectionné
directement sur Revit. Le deuxième niveau qu'on a vu, ce sont les listes. Donc, le troisième niveau, ce sont des tableaux. Donc, le travail sur les éléments Revit sur Dynamo repose sur 3 éléments. On a l'élément, on a la liste d'éléments et on a le tableau qui va gérer à la fois l'élément et ses propriétés. Donc, sachant qu'un tableau, c'est également une liste, on va faire les manipulations toujours sur l'option liste. Donc, si je veux rayer ces listes entre elles, je vais utiliser un nœud qui s'appelle list join. En fait, il va me permettre d'additionner les différentes listes. Je vais juste créer les items de ma liste. Donc, j'ai 3 listes, j'ai créé 3 champs. Je vais cliquer sur exécuter. Et je vais obtenir en fait une seule liste à la place des plusieurs listes que j'avais. Donc, on a un nœud également qui s'appelle liste.transpose qui va permettre de transposer cette liste-là et d'obtenir une liste, en fait, un peu en mathématiques quand on faisait transposition. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat par rapport à cette petite présentation déjà? Non. Donc, ici, comme je le disais, on a donc l'ensemble des nœuds qui permettent de faire des manipulations. On va donc parcourir rapidement chacune de ces bibliothèques-là pour voir les différents nœuds qui sont disponibles. Donc, dans la partie display, on a l'ensemble des nœuds qui permettent de faire des modifications sur l'apparence des objets, donc de couleur, de transparence. On a la partie label qui est, par exemple, avec un seul nœud qui va permettre de renvoyer l'objet et le libeller d'un objet dans un point. Donc, la deuxième partie, après display, on a géométrie. La famille géométrique permet de faire l'ensemble des modifications sur des objets. Par exemple, si on va dans Curve, on va avoir des nœuds qui vont nous permettre de tracer des arcs de cercle. On va avoir des nœuds également qui vont nous permettre de tracer des lignes. Donc, disons, nous qu'on veut tracer une ligne. On sait de façon basique dans la vie courante que si on veut tracer une ligne, il faut un point de départ et un point d'arrivée. On a vu également au lycée et au collège qu'on pouvait également tracer des lignes en passant par un ensemble. On peut se dire qu'on est sur un chemin de... on est en train de faire un projet linéaire, disons-nous, un projet de tracé de chemin de fer. On a plusieurs points qu'on voudrait relier et on se dit, quelle est la ligne qui passe par le maximum de ces points-là. Donc, ici, on aura un nœud qui s'appelle Line by Best Fit True Point, qui lui va prendre en entrée une liste de points et qui va donner en sortie une ligne qui passe par qui passe le plus proche possible d'un ensemble de points. Ça peut être intéressant quand pour étudier de plusieurs options de conception. Donc, on se dit, je trace un chemin de fer. Quel est le meilleur chemin par lequel je devrais passer pour être le plus proche possible de plusieurs centres d'intérêt? Ou alors, plus simplement, on peut tracer une ligne juste en définissant le point de départ, la direction étant un vecteur, et la longueur de la ligne. Dans la partie géométrie, on a également les nœuds qui nous permettent de créer des formes telles que des cercles, des ellipses et en fait l'ensemble des différents polygones qui existent en géométrie. En dehors de la famille géométrie, on a le nœud import-export qui lui permet d'exporter ou d'importer des données sur Excel ou sur d'autres extensions. Bon. Je vais juste utiliser l'outil retour pour revenir à l'ensemble des petits scripts que j'avais écrits. Cette partie-ci va par exemple nous permettre d'exporter l'ensemble de ces résultats-ci sur un fichier Excel. Donc, je vais aller dans la partie data et je vais prendre Export to Excel. Donc, ici, je vais avoir un ensemble de ports que je pourrais renseigner pour créer un fichier
Excel. Autre élément auquel on a accès, c'est la partie input qui sont un ensemble de nœuds qui permettent de définir des données d'entrée. Donc, on sait que le nœud booléen, ce sont des variables de type booléen qui sont soit vrai, faux, qui sont soit 0, 1. On a la partie input qui est utilisée uniquement lorsqu'on fait des nœuds personnalisés. Un nœud personnalisé étant un ensemble de nœuds qui effectuent une tâche particulière. Donc, par exemple, si on se dit que la tâche à effectuer, c'est à chaque fois dans mon code, je me rends compte que j'ai une portion de mon code qui se répète. La portion en question, c'est quoi? C'est à chaque fois, je sélectionne une catégorie, je sélectionne tous les éléments de cette catégorie-là et je prends une valeur particulière d'un paramètre. Donc, en réalité, si je dois le faire pour 30 paramètres, ça devient, j'aurai 30 fois, comme vous le voyez là, j'ai une fois, j'ai 2 fois, j'ai 3 fois, ça devient répétitif. Donc, je peux décider d'écrire un nœud personnalisé qui, lui, sera chargé d'effectuer juste cette portion du code. Donc, le nœud input permet de définir, dans ce cas-là, que la partie catégorie sera une donnée d'entrée et le nœud output, quant à lui, va permettre de définir que le element get parameter value by name sera une valeur de sortie. Donc, on a d'autres variables qui sont le string étant une chaîne de caractères. On a l'autre variable qui est number, le number étant des nombres réels. On a le number slider qui lui permet de générer des nombres variables dans un intervalle qui est défini là. On aura également la partie integer slider qui, lui, il va faire varier uniquement les nombres entiers, donc sans virgule. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est données d'entrée basiques. On aura des données d'entrée qui pourront être, par exemple, si on veut mettre des informations sur des feuilles, de la date, l'heure, etc. On a du coup la partie liste qui contient 5 parties générées qui sert à générer des listes avec notamment le nœud list create, range sequence. On a la partie inspect qui permet d'inspecter, donc pour pouvoir regarder ce qu'on a dans une liste. On a la partie match qui permet de rayer des listes entre elles. On a la partie modify qui permet de modifier une liste. Donc, par exemple, si on veut, comme on l'a fait là, joindre des listes entre elles avec le nœud list join. On a le nœud flatten, par exemple, qui lui est très utilisé et qui permet d'aplatir une liste de niveau n à une liste de niveau n-1. On a la partie organisée qui, lui, va nous permettre de trier la liste. Donc, soit de tracer on imagine qu'on a une liste de pièces et qu'on voudrait classer ces pièces-là par surface décroissante. Donc, on va utiliser les nœuds qui se trouvent là pour classer la liste en question. On a les nœuds maths qui permettent d'avoir accès à toutes les fonctions d'une calculatrice, donc cosinus, tangente, randoms, exponentielle. On a la partie logique qui, lui, va nous permettre de faire des tests. Donc, on imagine que je veux obtenir l'ensemble des hauteurs de pièces qui sont au niveau 2 et qui sont inférieures. Donc, je vais utiliser le nœud AND. Le OR permet d'obtenir un résultat qui respecte une condition ou une autre. Et le SOR va permettre d'obtenir un résultat qui respecte au moins l'une des conditions. Et comme opérateur, on aura tout ce qu'on a comme opération, le plus, la multiplication, la comparaison. Donc, et comme on a dit tout à l'heure, la partie Revit permet de faire des manipulations qui concernent des objets qui sont dans Revit. On a la partie script qui, lui, va permettre de faire, en fait, quand on rédige un algorithme, pour ceux qui ont déjà fait de la programmation en C ou en Python ou en JavaScript, on sait que lorsqu'on programme, parfois, on est appelé à faire des tests. Donc, si j'obtiens cette condition, faire ceci, donc, c'est dans Control Flow qu'on obtient le nœud if qui permet de faire, j'ai un test, si la valeur est positive, je fais un résultat, sinon, je fais un autre. J'ai ensuite
la partie evaluate qui, lui, va permettre d'évaluer des fonctions, donc de définir des fonctions. Ensuite, j'ai la partie string qui va me permettre de générer des chaînes de caractères ou d'effectuer des opérations sur les chaînes de caractères. Enfin, j'ai la partie unit qui, lui, va permettre de travailler avec des unités. Là, on est à peu près 45 minutes du webinaire. J'ai fait une brève présentation du logiciel. Il serait intéressant que vous posiez des questions dans le chat, qu'on puisse orienter le webinaire vers ce qui vous intéresse le plus. Qu'est-ce que tu en penses, Sabrina? Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi, Harold. Je pense que ce serait bien que tout le monde participe. Un petit peu comme dans l'idée d'une formation, que vous participiez un petit peu, pour la fin de ce webinaire. Vous nous donnez un petit peu des directions vers lesquelles, vous voulez qu'on aille, ou même des questions, si jamais il y a des choses qui n'étaient pas super claires, pour que Harold puisse les préciser davantage, repartir un peu en arrière. Voilà, le chat, il est ouvert, n'hésitez pas à poser vos questions, vraiment, comme si vous étiez en formation avec nous. Après, si tout est extrêmement clair, bah, à ce moment-là, on peut arrêter le webinaire et puis Dans ce cas-là, je vais montrer des exemples de scripts déjà écrits en attendant que vous posiez vos questions. Donc, OK. pour ouvrir un script qui existe, je vais aller dans Ouvrir. Je vais pas enregistrer ce que j'ai fait. Et on va voir, par exemple, des scripts qu'on écrit ensemble pendant la formation qu'on effectue chez ACTH. Donc, par exemple, on va voir un script qui, lui, euh, permet de travailler avec des auteurs de pièces. C'est un tout petit script. Voilà, alors juste après ça, Harold, regarde, tu as une petite question qui est arrivée, une fois que tu auras fini de montrer ton script. D'accord? Je te laisse regarder ou je te Oui, le oui, oui. Je regarde, je le regarde sur super. l'écran d'à côté. Donc, je vais répondre d'abord à la question du coup. Un petit exemple, lecture fichier Excel pour injecter des paramètres dans Revit. Ensuite, on a une deuxième question, un petit exemple. C'est la même question, non? OK, donc en réalité, vous demandez un exemple qui permet d'injecter des paramètres dans Revit. Donc, on va essayer on a 15 minutes, on va essayer rapidement d'écrire ensemble du coup ce petit script-là. Donc, vous allez voir comment on réfléchit pour écrire un script. Donc, je vais aller dans Nouveau. Voulez-vous enregistrer? Je dis non. Donc, le but du script, c'est quoi? En fait, c'est qui a posé la question? C'est Etna qui a posé la question. Il veut un exemple de script qui prend des données Excel et qui les met sur Revit. Donc, on va le faire ensemble. Donc, je vais créer rapidement un fichier Excel dans lequel je veux mettre, qu'est-ce que je veux mettre? Je vais regarder rapidement, gagner en temps. Si j'ai déjà un fichier Excel. OK. Donc, je vais ouvrir un script qui existe déjà et qui fait une tâche similaire. Donc, on a le script suivant qui permet d'importer des nomenclatures de portes d'un fichier Excel et de les renseigner sur Revit. Donc, je vais juste essayer de le nettoyer pour qu'il soit présentable. Avant de l'exécuter, on va essayer de parcourir ce qu'il fait. Donc, qu'est-ce qu'il fait? En fait, la première étape, c'est parcourir. Il sélectionne le fichier Excel. C'est clair que je n'ai pas de fichier Excel. On va essayer d'en créer un tout à l'heure. Une fois que j'ai sélectionné mon fichier Excel, comment retrouver le nœud qui permet de sélectionner un fichier Excel? Donc, il suffit d'aller dans Revit, donc dans Import, Export, Data, et j'ai Import Excel. Quand vous ne savez pas où se trouve un nœud, il suffit d'aller dans la partie Search là, vous tapez le nom de ce nœud. Donc, par exemple, vous avez vu un nœud soit dans un script sur Internet ou dans un forum.
vous venez juste dans la partie de la bibliothèque, vous tapez le nom du nœud en question. Donc, par exemple, dans mon cas, FileSpat. Et au lieu de cliquer directement sur le nœud, vous allez cliquer juste sur la partie qui est soulignée. Et dans ce cas-là, il va vous ouvrir la section dans laquelle vous trouvez le nœud en question. Donc, par exemple, ce nœud FilePath se trouve dans la partie File System. Et il est là, FilePath. Donc, il permet de sélectionner un fichier dans le système pour obtenir son chemin. Donc, je sélectionne un fichier Excel. Donc, ici, je vais mettre, par exemple, je vais mettre des trucs banals. Bois, je vais mettre alu, je vais mettre acier. Je vais faire enregistrer. Je vais l'appeler juste classeur. Lorsque je fais parcourir, il me donne la possibilité d'aller rechercher le fichier Excel sur lequel je veux faire des manipulations. Donc là, je vais prendre le fichier classeur 1, par exemple. Vous remarquez là en bas que je suis en mode d'exécution manuelle. Donc, ce que je fais n'a pas d'action sur Revit. Donc, pour éviter d'avoir l'action sur Revit et pour juste pouvoir notre fichier Excel, je vais cliquer sur exécuter. Et là, on a juste le nom du fichier que j'ai sélectionné. Je vais passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est File from FilePath. Donc, je veux prendre des données qui sont dans un fichier Excel pour les mettre sur Revit. Première étape, je regarde où le fichier se trouve. J'ai parcouru, j'ai sélectionné le fichier. Le deuxième nœud, en fait, ce type de script est presque répétitif parce qu'on utilise dans la première partie toujours les mêmes nœuds. C'est à peu près ces 5 nœuds qu'on utilise quand on veut écrire ce genre de script. Je sélectionne le chemin d'accès, j'obtiens le fichier qui est dans le chemin d'accès. Dans mon cas, c'est le fichier qui est là. Je prends le nœud data import, data.import.excel. Donc, ce nœud prend en compte le fichier. Donc, il est là le fichier. Il me demande le nom de la feuille sur laquelle se trouve le fichier. Donc, en réalité, c'est ça, feuille 1. C'est le nom de cette feuille ici. Donc, on peut imaginer que là, j'ai plusieurs feuilles. C'est le nom de la feuille qui est là. Il me demande ensuite s'il va lire les valeurs qui sont dans mon fichier Excel comme des strings, donc comme des chaînes de caractères, ou alors est-ce qu'il devra reconnaître les variables qui sont des nombres ou des chiffres. Donc, moi, je lui mets faux, qu'il me prenne les données comme elles existent. Donc, si c'est une chaîne de caractères, que ce soit importé comme chaîne de caractères. Si c'est un nombre, que ce soit importé comme un nombre. Ensuite, j'ai data. Bon, il me met une erreur. Qu'est-ce qu'il me dit dans l'erreur? Data import opération a échoué. Aucune feuille de calcul portant le nom fourni feuille 1 est trouvée. Donc, je vais vérifier juste si j'ai vraiment feuille 1. Non, je n'ai pas d'espace. Je sais pas si c'est ça. C'était ça. Ici, j'ai les datas. Donc, par exemple, ici, dans mon fichier Excel, vous avez constaté, on avait écrit dans la feuille 1, bois, alu, acier. Donc, ici, directement sur Dynamo, j'obtiens l'ensemble des données que j'avais. J'avais bois, j'avais alu et j'avais acier dans le même ordre que c'était sur Excel. Donc là, déjà, j'ai fait la première partie qui consiste à prendre les informations que j'ai sur Excel pour les ramener sur Dynamo. La deuxième partie, donc, va être de transformer ces données d'Excel pour les mettre sous une forme qui est exploitable par Revit. Donc, c'est quoi la suite? Donc, je vais transposer cette liste-là pour avoir une seule liste. Donc, vous voyez la différence entre la liste qui est à gauche et la liste qui est à droite. Donc, ici, j'ai 3 listes. Par contre, ici, j'ai une liste de 3 éléments. Donc, une fois que j'ai cette liste-là, en fait, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je faisais là? Donc, je pense qu'ici, on numérotait les portes. Donc, c'est pas ce qu'on a fait. Donc, ça change un peu de l'idée du script qui était là. Mais à peu près, j'ai ces données-là. Je prends list get item at index. Donc, je prends le premier élément, l'élément à l'index 0. Si je regarde cet élément-là, c'est la première liste, bois, alu, acier. Donc,
En réalité, le nœud list rest of item permet de retirer le premier élément de la liste. Donc, là, ici, on avait bois, alu, acier. Si j'affiche ici, j'aurais que alu et acier. En fait, l'idée de ce script-là, on retirait cette partie-là parce que ici, par exemple, on avait finition et que le titre de la colonne ne nous intéressait pas. Si je fais enregistrer et que je fais réexécuter, on va voir que ici, vous voyez que ça se change presque instantanément. Ce que je modifie dans mon fichier Excel, lorsque je fais exécuter là, il s'exécute instantanément. Ici, j'ai ma liste, j'ai retiré finition. Ici, liste sort by key, en fait, il me classe juste de la liste en fonction des portes. Là. Donc, on s'est dit que, parce qu'en fait, dans mon fichier Excel, c'est censé avoir l'idée des éléments que je veux renseigner. Donc, il va me classer les éléments, les portes Revit suivant les idées que j'aurais renseignées là. Et je vais utiliser le nœud element set parameter value by name pour remplacer les paramètres de finition de pièces. À partir d'ici, j'ai une erreur parce qu'il me dit list by key, l'opération échoue, le nombre d'éléments ne correspond pas au nombre de clés. Nous, on ne va pas sort by key parce que ce n'est pas le cas pratique qu'on a sélectionné. On va plutôt connecter directement là. On va faire exécuter. Et on a d'autres erreurs là. Qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, lorsqu'on écrit un script, c'est comme un programme informatique. On a des bugs, on a des blocages. Pour débugger, il faut simplement lire ce qui est affiché sur les avertissements. Là, par exemple, il me dit list get item at index, l'opération a échoué. L'index était hors limite. Donc, parce que moi, j'ai une liste de 3 éléments et que j'ai renseigné 5. Donc, moi, je vais renseigner, par exemple, 2. Je vais faire exécuter. Il me dit maintenant, l'index était hors limite, il ne doit pas être négatif, il doit être inférieur à la taille. Donc, ici, donc, je vais changer plutôt, je vais mettre... En fait, je suis en train de modifier un script presque de façon en live. Du coup, comme j'ai renseigné 3 données d'entrée, il va me modifier les trois premières portes. Donc, ici, par exemple, je renseigne qu'une seule donnée d'entrée. Donc, si sur la partie, au lieu de prendre list first item, je vais juste prendre la first item. Et donc, je prends la liste en question. Je prends que le premier élément que je connecte là. Je fais exécuter. Il va me modifier pour toutes les pièces. Donc, on va aller regarder une porte sur Revit et on va voir si le paramètre finition a été modifié. Donc, on voit bien que dans la partie finition, il a renseigné la valeur bois. La valeur bois qui vient de notre fichier Excel. Et donc, il a renseigné pour toutes les portes bois. On pouvait après trier ces portes-là. Ça ferait l'objet d'un script qui serait un peu plus loin. Par exemple, toutes les portes de chambre, mettre du bois, toutes les portes de cuisine, mettre de l'alu, par exemple. Est-ce que c'était clair pour ce script-là? Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, on a une autre question, je te la dis parce qu'il y a Oui, pas mal d'autres personnes qui nous ont écrit pour nous d'accord, prévenir de nous quitter. C'est noté, donc Edna nous dit que c'est super. Hein. On a Christophel qui nous pose une question et qui nous d'accord. demande, lorsque vous avez créé le script, il est arrivé de saisir des instructions comme sur surface pour avoir des surfaces mûres. Que serait-il passé s'il y avait eu erreur sur la syntaxe? Voilà. Donc, s'il y avait eu erreur sur la syntaxe, par exemple, je voulais des surfaces et que j'avais écrit surface avec un S minuscule. Donc, en fait, j'aurais eu un avertissement, comme depuis tout à l'heure, j'ai des avertissements qui m'auraient dit que aucun paramètre surface avec S minuscule n'existe. Donc, il aurait fallu que je modifie
l'orthographe en fait du paramètre que je cherche. Donc, par exemple, si je veux le paramètre surface et que ce n'est pas surface qui est censé me donner la valeur de la surface, il ne va rien me donner en sortie et il va me faire un avertissement avec un guide qui va m'aider à trouver la source de l'erreur.